La banque m'a dit que je devais 623 000 $ sur un prêt immobilier que je n'avais jamais signé. Il s'avère que ma sœur a utilisé mon nom pour acheter la maison de ses rêves. Lors du dîner familial, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste fait glisser le rapport de police sur la table. Sa fourchette est tombée. Toutes les mâchoires à cette table aussi. Mon monde s'est brisé avec un simple appel téléphonique. Une trahison si profonde qu'elle a déchiré le tissu même de ma famille. Je n'aurais jamais imaginé que la personne que j'ai admirée toute ma vie serait celle qui orchestrerait une tromperie aussi cruelle, me laissant ramasser les morceaux d'une vie qu'elle avait systématiquement démantelée. Avant que tout n'implose, moi, Heather Wilson, une infirmière de 29 ans à Seattle, j'avais ce que je considérais comme une assez bonne vie. Rien d'extravagant, mais c'était épanouissant. Pendant 6 ans, j'ai été infirmière autorisée dans le service de pédiatrie de l'hôpital Seattle-Grèce. Il y a quelque chose d'incroyablement gratifiant à aider les enfants malades, même les jours les plus difficiles. Mes collègues étaient comme une famille, et je m'étais forgé une réputation de personne fiable, quelqu'un qui se souciait sincèrement des autres. Mon petit appartement confortable à Ballard était mon sanctuaire, rempli de plantes. Tellement de plantes, mes amis plaisantaient en disant que c'était plus une serre qu'une maison. Ses compagnons verts m'apportaient la paix après les quarts d'hôpital chaotiques. Et puis il y avait ma vraie famille. Mes parents, David et Carole, vivaient dans la même maison de banlieue où ma sœur, Amanda, et moi avons grandi. C'étaient de bonnes personnes, honnêtes, travailleuses et dévouées. Amanda, de 3 ans mon aînée, a toujours été la plus confiante, celle qui réussissait, celle qui se faisait des amis sans effort. J'étais la plus calme, la plus studieuse, ne trouvant ma voie qu'après l'université. Mais il n'y a jamais eu de ressentiment, du moins pas que je l'ai reconnu. J'étais fier de ses réalisations. En tant qu'adulte, nous sommes restés proches. Amanda a bâti une carrière réussie dans l'immobilier, vendant des propriétés de luxe. Elle a épousé Brian Parker, un conseiller financier, il y a 5 ans. Ils formaient un couple frappant, toujours bronzés grâce à leurs fréquentes vacances tropicales. Leurs réseaux sociaux étaient un catalogue de perfection. Pendant ce temps, je suis resté célibataire, concentré sur ma carrière. Nos vies n'auraient pas pu être plus différentes, mais nous nous rencontrions toujours pour prendre un café et nous avions des dîners en famille 2 fois par mois. Amanda faisait parfois des commentaires subtils sur mon style de vie ou suggérait des investissements que je ne pouvais absolument pas me permettre, mais je mettais cela sur le compte de son désir du meilleur pour moi. Il y a 8 mois, Amanda et Brian ont emménagé dans une magnifique maison de style artisan à Queen Anne, l'un des quartiers les plus prestigieux de Seattle. Lors de leur pendaison de crémaillère, je me souviens d'un pincement d'envie en me promenant dans ces pièces méticuleusement rénovées avec leurs appareils vikings et leurs vues imprenables. Un jour, tu auras ça aussi, ma sœur, avait-elle dit en me serrant l'épaule. Tu dois juste viser plus haut. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'aidais un garçon de 7 ans nommé Tyler à changer ses bandages lorsque mon téléphone a vibré. Normalement, je ne répondrais pas pendant les soins aux patients, mais j'attendais des nouvelles de mon voisin âgé. Bonjour, ici Heather, ai-je répondu, en entrant dans le couloir. Mademoiselle Wilson, ici Craig Donovan de Washington Mutual Bank. Je vous appelle au sujet de vos paiements hypothécaires manqués. Nous avons envoyé plusieurs avis, et je crains que si nous ne résolvons pas cela rapidement, nous devrons entamer une procédure de saisie. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas de prêt immobilier. Je loue mon appartement. Sa voix a pris un ton légèrement condescendant. Mademoiselle Wilson, selon nos dossiers, vous avez contracté un prêt immobilier de 623 000 $ en janvier pour une propriété sur Highland Drive. Vous avez effectué des paiements pendant les 3 premiers mois, mais nous n'avons rien reçu depuis avril. Highland Drive. Cela me disait quelque chose. N'était-ce pas la rue d'Amanda? C'est une erreur, ai-je insisté, ma voix s'élevant. Je n'ai jamais acheté de propriété. Mon crédit n'est même pas assez bon pour un prêt hypothécaire de cette taille. Je suis infirmière, pas chirurgienne. La demande indique un revenu annuel de 192 000 $ et une cote de crédit de 782 au moment de la demande. Nous avons tous les documents, mademoiselle Wilson, y compris votre signature sur plusieurs formulaires. Peut-être pourriez-vous venir à la succursale pour examiner les documents. La conversation s'est poursuivie dans cette veine surréaliste. Je suis retourné dans la chambre de Tyler en pilote automatique, mon esprit tourbillonnant. Une erreur administrative? Un vol d'identité?
Mais l'adresse? Ce ne pouvait pas être une coïncidence. À la banque, Richard Peterson, le directeur de la succursale, a sorti un dossier de documents qui ont fait encore plus mal à mon estomac à chaque page. Demande de prêt, vérification des revenus, autorisation de vérification de crédit, documents de clôture, tous portant ce qui semblait être ma signature. Et c'était là, noir sur blanc. L'adresse de la propriété correspondait à la nouvelle maison d'Amanda. Pourrais-je avoir des copies de tout ça, ai-je demandé, ma voix semblant distante. Mademoiselle Wilson, si vous n'avez pas demandé ce prêt hypothécaire, je vous suggère fortement de contacter la police. Il semble s'agir d'un vol d'identité et peut-être d'une fraude. J'ai hoché la tête, engourdi, mais à l'intérieur, une voix criait. Pas n'importe quel vol d'identité. Ma sœur, ma propre sœur, avait volé mon identité pour acheter la maison de ses rêves. Les jours qui ont suivi ont été un flou d'anxiété, d'incrédulité et d'enquête méthodique. Je me suis mis en arrêt maladie pour la première fois en 2 ans, incapable de me concentrer alors que ma propre vie se désintégrait. Mon appartement, autrefois mon sanctuaire, me semblait maintenant être une cage où je faisais les 100 pas sans fin, alternant entre rage et confusion. Pourrait-il y avoir une autre explication? Peut-être qu'Amanda avait fait une terrible erreur administrative. Mais alors que je regardais les copies des documents, cette théorie pleine d'espoir s'est effondrée. C'était délibéré. Quelqu'un avait soigneusement falsifié ma signature sur plusieurs documents. Quelqu'un avait fourni mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et mes antécédents professionnels. Quelqu'un qui me connaissait intimement. Mon premier appel a été à Equifax. La représentante du service à la clientèle semblait s'ennuyer jusqu'à ce que j'explique la situation. Puis son ton est passé à une sympathie étudiée. Laissez-moi consulter votre rapport de crédit, mademoiselle Wilson. Des clics de clavier, puis une pause. Il y a plusieurs comptes ici qui semblent avoir été ouverts au cours de la dernière année. Le prêt hypothécaire est le plus important, mais il y a aussi une marge de crédit hypothécaire de 150 000 $, 3 cartes de crédit avec des limites entre 20 000 et 30 000 $ chacune, et un prêt personnel de 45 000 $. Je me suis senti physiquement malade. Tous ces comptes sont frauduleux. Je n'en ai ouvert aucun. À la fin de cette journée, j'avais parlé aux 3 principaux bureaux de crédit, placé des alertes de fraude et découvert que ma cote de crédit, autrefois un respectable 724, avait chuté à 546 en raison des paiements hypothécaires manqués et des cartes de crédit utilisées au maximum dont je ne savais rien. Le lendemain matin, j'ai rencontré Diane Schwartz, une conseillère financière. Il s'agit sans aucun doute d'un vol d'identité, a-t-elle confirmé. Et je dois dire que c'est assez sophistiqué. Quiconque a fait ça savait exactement quelles informations seraient nécessaires pour passer les vérifications. C'était ma sœur, ai-je dit, exprimant l'accusation à voix haute pour la première fois. La maison est à elle. Elle y vit en ce moment. L'expression de Diane est passée d'une inquiétude professionnelle à un choc véritable. Cela complique les choses. La fraude familiale est malheureusement courante, mais elle présente des défis uniques tant sur le plan juridique qu'émotionnel. Que dois-je faire? Sur le plan juridique, il est clair que vous devez déposer un rapport de police. Sans cela, les banques ne vous reconnaîtront pas comme une victime plutôt qu'une participante. J'étais hésitante. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses, je n'arrivais toujours pas à comprendre pleinement qu'Amanda, ma protectrice, mon modèle, me ferait ça. Avant d'aller à la police, j'ai décidé de recueillir plus d'informations. Un expert en écriture a confirmé les signatures falsifiées. Puis j'ai commencé à enquêter sur les finances d'Amanda. Grâce aux réseaux sociaux et aux conversations désinvoltes, j'ai reconstitué des schémas troublants. Malgré leur richesse apparente, Amanda et Brian rencontraient des difficultés financières depuis au moins 2 ans. Pourtant, leur style de vie n'avait pas changé. Au contraire, ils étaient devenus plus extravagants. La preuve la plus accablante est venue de mon amie Stéphanie, qui travaillait dans une concession automobile de luxe. Je ne devrais probablement pas te dire ça, a dit Stéphanie autour d'un café. Mais quand ils ont vérifié son crédit pour le financement, c'était le bazar. Brian a fini par payer en espèces, mais je les ai entendus se disputer sur le parking. Il a dit quelque chose comme « On ne peut pas continuer comme ça ». La maison était déjà assez risquée. La maison. Ma maison. J'ai également découvert plusieurs comptes de crédit ouverts à mon nom,
tous liés à des relevés en ligne avec une légère variation de mon adresse email, heatherwilson883@gmail.com au lieu de mon vrai heatherwilson193@gmail.com. Facile à manquer dans les processus de vérification, mais clairement délibéré. Chaque nouvelle information me pesait un peu plus sur la poitrine, rendant plus difficile de respirer, plus difficile de nier la vérité. Ma sœur, à qui je faisais entièrement confiance, avait volé mon identité pour financer un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle m'avait jeté sous un bus sans hésitation, me laissant gérer les retombées financières et juridiques quand cela s'effondrerait inévitablement. Après une semaine d'enquête, je ne pouvais plus éviter l'étape nécessaire. Avec un cœur de plomb, je me suis rendu à l'unité des crimes financiers du département de police de Seattle. Je me suis assise sur une chaise en plastique dure pendant près d'une heure avant que la détective Rachel Thompson ne me reçoive. « Heather Wilson » a-t-elle demandé. Une femme dans la quarantaine avec des cheveux courts bruns et des yeux fatigués. « Je suis la détective Rachel Thompson. Désolé pour l'attente. Suivez-moi. » Elle m'a conduite dans une petite salle d'interrogatoire. « Maintenant, je comprends que vous êtes ici pour signaler un vol d'identité. »« Oui, » ai-je dit, ma voix plus petite que je ne l'avais prévu. « Par ma sœur. » Quelque chose a clignoté dans l'expression de la détective Thompson. De la surprise, peut-être même de la sympathie, avant que sa attitude professionnelle ne revienne. « Je vois. C'est malheureusement plus courant que vous ne le pensez. Racontez-moi tout depuis le début. » Pendant les 2 heures suivantes, je lui ai raconté toute l'histoire. L'appel de la banque, le prêt hypothécaire que je n'avais jamais demandé, les cartes de crédit et les prêts ouverts à mon nom, la maison où ma sœur vivait, achetée avec mon identité volée. Mademoiselle Wilson, je veux être clair sur quelque chose. Déposer ce rapport signifie que nous allons enquêter à fond. Et si les preuves étaient vos allégations, votre sœur pourrait faire face à de graves accusations criminelles. Le vol d'identité et la fraude hypothécaire sont des crimes. Elle pourrait aller en prison. Êtes-vous prête à ça? La question m'a frappé comme un coup physique. Étais-je prête à être responsable d'envoyer Amanda en prison? À détruire sa vie, son mariage, sa carrière? J'ai pensé à notre enfance, à la façon dont elle m'a appris à faire du vélo, m'a aidé à faire mes devoirs, m'a défendu contre les intimidateurs. J'ai pensé à nos parents qui seraient dévastés. Mais je me suis ensuite souvenu de ma cote de crédit ruinée, de la dette de $623 000 à mon nom, de la violation de confiance si profonde que je pouvais à peine la comprendre. Oui, ai-je finalement dit. Je dois me protéger. Si elle doit subir les conséquences de ce qu'elle a fait, c'est sa responsabilité, pas la mienne. La détective Thompson a acquiescé. Je comprends que c'est difficile. Nous allons mener l'enquête avec discrétion, mais je ne peux pas promettre la confidentialité, surtout si des accusations sont portées. Ces affaires deviennent des documents publics. Alors que je signais le rapport, ma vraie signature, pas la falsifiée, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. La machine judiciaire était maintenant en marche, et je ne pouvais pas l'arrêter même si je le voulais. 2 jours plus tard, la détective Thompson a appelé pour me donner des nouvelles. Nous avons confirmé vos soupçons, mademoiselle Wilson. La demande de prêt hypothécaire a été soumise en ligne en utilisant vos informations personnelles, mais à partir d'une adresse IP rattachée à l'ancienne résidence de votre sœur. Nous enquêtons également sur l'implication potentielle de son mari. Les crimes financiers comme celui-ci sont rarement commis par une seule personne dans un foyer, Brian. Je n'avais même pas envisagé sa culpabilité jusqu'à présent, mais bien sûr, il aurait su. En tant que conseiller financier, il aurait même pu aider à orchestrer tout le stratagème. Il y a plus, a poursuivi la détective Thompson. Nous avons découvert des preuves suggérant qu'il prévoyait de se déclarer en faillite en votre nom une fois que les dettes deviendraient ingérables. Il y a des recherches à partir de leur ordinateur personnel sur les lois sur la faillite et l'abandon d'identité. La nature calculée de leur trahison m'a stupéfaite. Ils n'avaient pas seulement volé mon identité dans un moment de désespoir. Ils avaient prévu de détruire complètement mon avenir financier tout en protégeant le leur. Une semaine après avoir déposé le rapport, j'ai reçu la documentation officielle de la police, un dossier complet détaillant les preuves contre Amanda et Brian. Relevés bancaires montrant des virements de compte à mon nom vers leur compte personnel, demande de prêt avec des signatures falsifiées, relevés de cartes de crédit montrant des achats dans des magasins et des restaurants que je n'avais jamais visités. Assise à ma table de cuisine ce soir-là, j'ai lu chaque page, soulignant méthodiquement les sections les plus accablantes.
La police avait fait un travail approfondi pour monter un dossier étanche. Selon la détective Thompson, le procureur était confiant quant au dépôt d'accusation. Demain, c'était notre dîner familial bi-hebdomadaire. Amanda serait là, croyant toujours que son stratagème était inconnu. Elle ne savait pas que j'avais reçu l'avis de saisie. Elle ne savait pas que j'avais passé des semaines à enquêter sur elle. Elle ne connaissait pas le rapport de police qui se trouvait maintenant dans un dossier Manny sur mon comptoir. Alors que je me préparais à aller me coucher, mon téléphone a sonné avec un texto de ma mère, « J'ai hâte de voir mes filles demain. Je prépare tes lasagnes préférées. Je vous aime toutes les deux. » La normalité désinvolte de cela a brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé. Non seulement pour moi, mais pour nos parents dont le monde allait s'effondrer. J'ai passé près d'une heure à décider quoi porter pour le dîner. C'était important. Je me suis décidé pour une simple robe bleu marine. Professionnelle, sérieuse, pas ma tenue décontractée habituelle, mais ce n'était pas un dîner ordinaire. Je me suis maquillé avec soin, déterminé à ce qu'Amanda ne voie pas à quel point elle m'avait blessé. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Alors que je conduisais chez mes parents, des souvenirs de dîners familiaux plus heureux ont déferlé. Ce soir serait le dernier de ces dîners, du moins sous toute forme que je reconnaissais. Après ce soir, plus rien ne serait jamais pareil. Je me suis garé à un pâté de maison, ayant besoin d'un moment pour me composer. Alors que je marchais vers la maison, j'ai repéré le Range Rover blanc d'Amanda dans l'allée. Était-ce aussi un mensonge? Avait-il été acheté avec un crédit frauduleux à mon nom? L'odeur familière des lasagnes de ma mère m'a accueilli. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire demi-tour, de rentrer chez moi, de faire semblant d'être tombé malade. Je pourrais confronter Amanda en privé, lui donner une chance de réparer les choses sans humiliation publique. Mais je me suis ensuite souvenu des recherches sur la faillite que la détective Thompson avait mentionnées. Amanda et Brian avaient prévu de me laisser financièrement ruiner pendant qu'ils s'en sortaient indemnes. Ils ne méritaient aucune pitié. J'ai sonné à la porte, sentant le poids du rapport de police dans mon sac comme une brique. Heather. Ma mère a ouvert la porte, rayonnante. Elle m'a serré dans ses bras. Tu es belle, mais si sérieuse. Tout va bien à l'hôpital? Tout va bien, maman, ai-je menti, lui rendant son étreinte. Juste fatigué d'une longue semaine. À l'intérieur, mon père était à sa place habituelle, un fauteuil inclinable avec un verre de vin rouge. Voilà ma fille. Tu veux du vin? C'est ce Pinot d'Oregon que tu aimes. Merci, papa. Ce serait bien. De la cuisine, j'ai entendu le rire d'Amanda, éclatant et mélodieux comme toujours. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte portant un chemisier crème à l'air cher et un pantalon ajusté, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire éblouissant. Heather, enfin. Je racontais à maman cette incroyable histoire de réussite de patient que j'ai entendue du docteur Garner au club. Tu devrais lui parler des postes potentiels dans son cabinet. Les avantages sont incroyables. L'audace m'a stupéfaite. La voilà, ayant volé mon identité, offrant des conseils de carrière comme si elle avait mes meilleurs intérêts à cœur. J'ai forcé un sourire. Je suis heureuse là où je suis, merci. Si elle a remarqué ma froideur, elle ne l'a pas montré. Le dîner s'est déroulé avec une normalité atroce. Papa a coupé des steaks. Maman a servi des lasagnes. Marc a parlé de son nouveau projet. Les enfants ont bavardé. Amanda a habilement esquivé toutes les questions sur leurs finances, dirigeant toujours la conversation vers les affaires de quelqu'un d'autre. Heather, tu es silencieuse ce soir, a observé mon père alors que nous approchions de la fin du plat principal. Semaine difficile. J'ai posé ma fourchette avec précaution. On peut dire ça. Tu veux en parler, a demandé maman, son front se plissant. Amanda est intervenue avant que je puisse répondre. Oh, laisse-la tranquille, maman. Tout le monde n'a pas besoin de tout traiter à voix haute comme moi. Elle a ri, rejetant ses cheveux en arrière. Certaines personnes ont juste besoin de ruminer les choses en privé. L'ironie était presque trop forte. Voici Amanda, qui a commis des crimes qui deviendront bientôt très publics, plaidant pour ma vie privée. En fait, ai-je dit, rencontrant directement le regard de ma sœur, il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous tous. Un éclair de malaise a traversé le visage d'Amanda, rapidement remplacé par son sourire confiant habituel. Ça a l'air sérieux.
prenons au moins le dessert d'abord. J'ai apporté ce gâteau mousse au chocolat de Dahlia que tu adores, Heather. Ça peut attendre, ai-je dit fermement. La table s'est tue. Même les enfants ont senti la tension soudaine. Marc, pourquoi n'emmènes-tu pas les enfants dans le salon, a suggéré ma mère. Son instinct pour les drames familiaux s'est finalement activé. Une fois les enfants installés, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier manille. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Les yeux d'Amanda se sont fixés sur le dossier, son sourire vacillant. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» a demandé mon père. J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ceci, ai-je dit en posant ma main sur le dossier, est un rapport de police. Le silence s'est approfondi. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Mon père a posé son verre de vin avec précaution. Brian, qui avait été largement silencieux, a soudainement semblé alerte, son regard naviguant entre le dossier et Amanda. Un rapport de police, a fait écho ma mère. Heather, que s'est-il passé? Tu vas bien? Je ne vais pas bien, maman. J'ai été victime d'un crime. J'ai regardé directement Amanda en faisant glisser le dossier sur la table vers elle. Vol d'identité et fraude, pour être précise. Amanda n'a pas touché le dossier. Son visage était devenu très calme, ses expressions animées figées. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé, sa voix anormalement aiguë. Ouvre-le, ai-je dit doucement. Brian a posé sa main sur le bras d'Amanda. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, Amanda. Il n'y a rien à discuter, a-t-elle répondu rapidement, toujours sans toucher le dossier. Heather est évidemment confuse à propos de quelque chose. Mon père, qui n'a jamais aimé la tension, a essayé de détendre l'atmosphère. Est-ce une blague, les filles? Ce n'est pas une blague, papa. J'ai tendu la main sur la table et j'ai ouvert le dossier moi-même, révélant la première page du rapport de police avec son en-tête officielle et son numéro de dossier. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel de la Washington Mutual Bank concernant des paiements hypothécaires manqués sur un prêt de $623 000 que je n'ai jamais contracté pour une maison que je n'ai jamais possédée au 4872 Highland Drive. Ma mère a doucement haleté. Mais c'est l'adresse d'Amanda et Brian, ai-je fini pour elle. La maison de rêve qu'ils montraient à tout le monde depuis des mois avait été achetée grâce à un prêt hypothécaire obtenu frauduleusement en mon nom, ainsi qu'une ligne de crédit hypothécaire, 3 cartes de crédit et un prêt personnel. Tous au maximum, tous en défaut de paiement. Tous les regards se sont tournés vers Amanda, dont le visage s'était vidé de toute couleur. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis Amanda a ri, un son cassant et forcé. C'est ridicule. Il y a évidemment eu une sorte d'erreur. Une erreur de banque. Ou la police ne le pense pas, les jeux interrompus. Ni l'expert en écriture qui a confirmé les signatures falsifiées. Ni la preuve de l'adresse IP montrant que la demande de prêt hypothécaire a été soumise depuis votre ancien appartement. Brian s'est levé brusquement. Nous devrions y aller, Amanda. Nous n'avons pas à écouter ces accusations. Mon père a trouvé sa voix, grave et tremblante de colère. Asseyez-vous, Brian. Vous devez tous les deux expliquer ce qui se passe. Le comportement d'Amanda a soudainement changé. Le regard de biche prise dans les phares a disparu, remplacé par un calcul froid. Très bien. Vous voulez une explication? Nous avons traversé une période difficile. Le cabinet de Brian s'est effondré lorsque son partenaire a détourné des fonds. Mes commissions se sont taries lors de la correction du marché. Nous étions sur le point de perdre tout ce pour quoi nous avions travaillé. Alors vous avez décidé de voler mon identité, ai-je demandé incrédule. Pour me grever de plus de $800 000 de dettes dont je ne savais rien? C'était censé être temporaire, la voix d'Amanda s'est élevée. Une fois que le marché se serait rétabli, une fois que les nouveaux clients de Brian se seraient manifestés, nous allions tout refinancer correctement. C'est un mensonge, ai-je dit calmement. La police a trouvé vos recherches sur la déclaration de faillite en mon nom. Vous n'alliez jamais arranger ça. Vous aviez l'intention de détruire mon avenir financier pour vous sauver. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Le visage de mon père était devenu d'une couleur rouge alarmante. Amanda, a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça à ta sœur. Pendant un moment, Amanda a semblé sur le point d'un autre déni. Puis ses épaules se sont affaissées.
Nous étions désespérés. Vous ne comprenez pas ce que c'est que d'avoir atteint un certain style de vie, un certain statut, et de le voir ensuite s'effondrer. Les gens comptaient sur nous pour réussir, les clients, les amis, la famille, tout le monde. Je comptais sur toi pour être ma sœur, ai-je dit, ma voix se brisant. Pour m'aimer, pas me trahir. Brian s'est soudainement retourné contre Amanda. Je t'avais dit que ça allait nous exploser au visage. Je t'avais dit que nous aurions dû trouver une autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution, a crié Amanda en retour. Tes brillantes stratégies d'investissement nous ont tout fait perdre. Que étais-je censé faire? Ne pas commettre une fraude criminelle en utilisant l'identité de ta sœur, a rétorqué Brian. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Nous pourrions aller en prison, Amanda. Mes parents ont regardé cet échange dans un silence stupéfait. Puis mon père s'est levé, les mains tremblantes. Sortez. Vous deux, sortez de ma maison. Papa, s'il te plaît, a commencé Amanda, les yeux remplis de larmes. Qu'elle soit sincère ou calculée, je ne pouvais plus le dire. Tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, l'a-t-il interrompu. Tu as volé ta sœur. Tu nous as tous menti. Tu étais prête à détruire la vie de Heather pour maintenir ta façade. Je ne te reconnais même plus. Ma mère, toujours en pleurs, a regardé Amanda avec désolation. Comment as-tu pu faire ça après tout ce que nous t'avons appris sur l'honnêteté, sur la famille? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amanda? Il ne m'est rien arrivé, maman, a dit Amanda, une pointe de défi revenant. Je refuse juste d'échouer. Contrairement au reste de cette famille, j'ai de l'ambition. J'ai des normes. Crois-tu que je voulais finir comme Heather, vivant dans un minuscule appartement avec des plantes comme seule compagne? La cruauté désinvolte de ces mots m'a stupéfié. C'est ça, ce que tu penses vraiment de ma vie? Que c'est une sorte d'échec parce que je n'ai pas de manoir ou de voiture de luxe? Tu aurais pu avoir plus, a dit Amanda amèrement. Tu es assez intelligente, mais tu t'es toujours contentée de moins. Honnêtement, ce n'est pas comme si tu utilisais ton bon score de crédit pour quelque chose d'important. Brian lui a saisi le bras. Assez, Amanda. Nous partons maintenant. Il s'est tourné vers moi, son expression un mélange de colère et de peur. Ce n'est pas fini, Heather. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait en déposant ce rapport. Je sais exactement ce que j'ai fait, ai-je répondu fermement. Je me suis protégé contre des criminels. C'est ce que vous êtes tous les deux, des criminels. Et maintenant, vous en subirez les conséquences. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, ma mère a appelé Amanda. La police. Vont-ils t'arrêter? Amanda s'est arrêtée à la porte. Pendant un moment, son masque a glissé, et j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Je ne sais pas, maman. Probablement. Après leur départ, nous sommes restés tous les trois assis dans un silence stupéfait. Mon père s'est versé un autre verre de vin, les mains tremblant toujours. Ma mère a essuyé ses larmes avec une serviette, paraissant soudainement plus âgée que son âge. J'aurais dû le voir, a-t-elle dit finalement. Tous ces achats extravagants, la maison que nous savions qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je pensais juste qu'ils étaient irresponsables avec leur argent. Pas ça. Aucun de nous ne l'a vu, ai-je dit, lui prenant la main. Je n'aurais jamais imaginé Amanda capable de quelque chose comme ça. Pas à un étranger et certainement pas à moi. Mon père a regardé le rapport de police toujours ouvert sur la table. Que va-t-il se passer maintenant? Le procureur décidera s'il faut engager des poursuites. Compte tenu des preuves, le détective Thompson pense que c'est presque certain. Amanda et Brian seront arrêtés, probablement dans la semaine. Et les dettes, a demandé mon père, toujours l'expert comptable. L'hypothèque, les cartes de crédit. Je travaille avec les banques pour blanchir mon nom. C'est un long processus, mais le rapport de police aide à établir que je suis la victime, pas une participante volontaire. Mon crédit est toujours détruit, au moins pour l'instant. Nous sommes restés ensemble pendant des heures ce soir-là, à assimiler le choc, la trahison, l'avenir incertain. Mon frère Marc est revenu après avoir couché ses enfants, et nous avons tout expliqué. Son incrédulité initiale a cédé la place à la rage pour moi. Je témoignerai contre elle si nécessaire, a-t-il dit avec véhémence. Ce qu'elle t'a fait est impardonnable. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis senti vidé, comme si quelque chose d'essentiel avait été enlevé de ma poitrine.
J'avais fait ce qui était nécessaire pour me protéger, mais il n'y avait aucune satisfaction à cela, seulement du chagrin pour la sœur que je pensais connaître et la famille qui ne serait plus jamais la même. Les suites immédiates de ce dîner fatidique se sont déroulées comme des scènes de la vie de quelqu'un d'autre, un drame télévisé dans lequel je jouais en quelque sorte sans avoir auditionné pour le rôle. 3 jours après la confrontation, le détective Thompson a appelé. Des mandats d'arrêt ont été émis pour Amanda et Brian. Ils ont été placés en garde à vue à leur domicile, mon domicile, selon le prêt hypothécaire frauduleux, et accusés de multiples crimes, vol d'identité, fraude, faux et usage de faux, et complot. Leur arrestation a fait les manchettes locales. Un important agent immobilier de Seattle et un conseiller financier accusés dans un stratagème de vol d'identité, lit-on en titre. L'article mentionnait que la victime était la sœur d'Amanda, mais gardait heureusement mon nom sous silence. Pourtant, quiconque connaissait notre famille pouvait facilement le comprendre. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages d'amis inquiets, de parents éloignés et même d'anciens camarades de classe. Je l'ai éteint, incapable de faire face aux questions bien intentionnées mais intrusives. Mes parents se sont retranchés dans une coquille de choc et d'humiliation. Papa a cessé d'assister à ses parties de golf hebdomadaires, incapable d'affronter des amis qui avaient sans aucun doute vu les nouvelles. Maman a pris un congé de son enseignement. Leur cercle social, bâti au fil des décennies, s'est soudainement senti menaçant. Tout le monde doit parler de nous, a dit maman lors d'une de mes visites, se demandant où nous avons mal fait avec Amanda. Vous n'avez pas mal fait, je l'ai assuré. Bien qu'une partie de moi se posait la même question. Y avait-il eu des signes de la flexibilité morale d'Amanda que nous avions tous manqué ou excusé au fil des ans? La pression de ma famille pour abandonner les charges a commencé subtilement au début, puis est devenue plus insistante à mesure que la réalité de la situation d'Amanda devenait plus claire. Elle et Brian avaient été libérés sous caution, mais étaient tenus de remettre leur passeport. Leurs actifs ont été gelés, y compris la maison, que la banque s'apprêtait maintenant à récupérer. Elle a fait une terrible erreur, a plaidé ma mère au téléphone un soir. Mais elle est toujours ta sœur, toujours notre fille. Ne pourrais-tu pas demander au procureur de réduire les charges? Peut-être une sorte de probation au lieu de la prison. Maman, elle a volé mon identité. Elle avait prévu de déclarer faillite en mon nom. Comprends-tu ce que cela m'aurait fait? Je n'aurais pas pu louer un appartement, obtenir un prêt automobile, peut-être même conserver mon emploi s'il nécessitait une habilitation de sécurité. Elle était prête à détruire ma vie. Je sais, ma chérie. Ce qu'elle a fait est inexcusable, mais elle a 2 jeunes enfants. Pense à ta nièce et à ton neveu qui grandissent sans leur mère. C'était la partie la plus difficile. Harper et Ethan, 5 et 7 ans, innocents dans tout ça. J'adorais ces enfants. Maintenant, ils pourraient perdre leurs parents à cause de mon rapport de police. Ma détermination a vacillé. C'est Stéphanie qui m'a aidé à retrouver ma perspective lors d'une soirée bien méritée. Écoute-moi, a-t-elle dit, posant fermement son vodka tonique. Amanda a choisi de commettre de multiples crimes. Amanda a choisi de victimiser sa propre sœur. Amanda a choisi de mettre ses enfants en danger en se livrant à un comportement criminel. Rien de tout cela ne t'incombe. Les conséquences sont les siennes à supporter, et non les tiennes à atténuer. Tes parents font ce que font les parents, ils essaient de protéger leur enfant. Mais ils protègent le mauvais enfant dans ce scénario. Tu es la victime ici, Heather. Ne les laisse pas te faire culpabiliser de t'être défendu. Elle avait raison, bien sûr. Lorsque j'ai rencontré le procureur la semaine suivante, j'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressé à abandonner ou à réduire les charges. Mademoiselle Wilson, je tiens à saluer votre détermination, a déclaré la procureure Nathalie Chen. De nombreuses affaires de vol d'identité impliquant des membres de la famille ne sont jamais portées devant les tribunaux parce que les victimes se retirent sous la pression familiale. Mais ces crimes ont de réelles conséquences et méritent une réelle punition. Les procédures judiciaires ont progressé avec une lenteur exaspérante. Pendant tout ce temps, j'ai dû continuer à travailler, à payer mes factures et à tenter de réparer mon crédit brisé. Je n'oublierai jamais le jour où Amanda et Brian ont finalement accepté un accord de plaidoyer, 9 mois après ma confrontation. J'étais assise dans la salle d'audience, regardant ma sœur, plus mince maintenant, ses vêtements de créateur remplacés par un modeste tailleur marine, se tenir devant le juge. Amanda Parker, vous avez plaidé coupable à un chef d'accusation de vol d'identité, un chef d'accusation de fraude et un chef d'accusation de complot, a déclaré le juge. Avant de prononcer la sentence, souhaitez-vous faire une déclaration?
Amanda s'est légèrement tournée, ses yeux trouvant les miens dans la galerie. Pendant un moment, j'ai vu une lueur de la sœur avec laquelle j'avais grandi, vulnérable, humaine, imparfaite. Je veux m'excuser auprès de ma sœur, a-t-elle dit, sa voix stable mais contenue. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai trahi ta confiance de la pire façon possible, et je le regretterai pour le reste de ma vie. J'étais égoïste, désespéré et terrifié par l'échec, mais ce n'est pas une excuse pour blesser la personne qui m'a toujours soutenu et cru en moi. Je suis tellement désolé, Heather. Le juge a condamné Amanda à 18 mois de prison fédérale, Brian recevant 12 mois. Tous deux purgeraient 3 ans de libération surveillée par la suite et ont reçu l'ordre de payer une restitution complète. Alors qu'Amanda était emmenée, nos regards se sont croisés une dernière fois. Il y avait tellement de choses non dites entre nous, tellement de dégâts qui ne seraient peut-être jamais réparés. Je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner. Mais à ce moment-là, j'ai reconnu la complexité de mes sentiments, la colère et la trahison entrelacées avec des souvenirs d'enfance partagés, d'amour qui avaient été réels malgré tout ce qui s'était passé ensuite. Les semaines qui ont suivi la condamnation ont été un flou de questions pratiques. La banque a saisi la maison, la vendant aux enchères. J'ai travaillé avec des agences de crédit pour supprimer les comptes frauduleux de mon dossier, un processus frustrantement lent. Ma relation avec mes parents est restée tendue. Ils rendaient régulièrement visite à Amanda, mais mentionnaient rarement ses visites à moi. Nous avons essayé de maintenir une certaine semblance de lien familial, mais nos conversations étaient superficielles, évitant soigneusement l'éléphant dans la pièce. Thanksgiving est arrivé et est reparti, le premier dont je me souvienne sans un rassemblement familial complet. Noël a été tout aussi fracturé. Les traditions qui avaient ancré notre vie familiale pendant des décennies avaient été brisées en même temps que notre confiance. Le jour où la banque a finalement supprimé le prêt hypothécaire frauduleux de mon dossier de crédit, j'ai eu l'impression de sortir d'un long et sombre tunnel. Mon score de crédit se rétablissait lentement. J'avais déménagé dans un nouvel appartement, voulant prendre un nouveau départ dans un endroit non souillé par les souvenirs de trahison. Alors que l'hiver se transformait en printemps, j'ai reçu une lettre inattendue. Pas d'Amanda, qui avait écrit plusieurs fois avec des excuses que je n'étais pas prête à accepter, mais de ma nièce Harper. Dans une écriture tremblante sur du papier rose, elle avait écrit « Chère tante Heather, tu me manques beaucoup. Grand-maman dit que tu es fâchée contre maman parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Je suis parfois fâchée contre maman aussi, comme quand elle ne me laisse pas prendre de dessert. Mais je l'aime quand même. Est-ce que tu l'aimes encore? Peux-tu venir me voir moi et Ethan? Nous avons un nouvel appartement, mais il est petit et n'a pas de jardin comme la grande maison. Bisous, Harper. » L'innocence d'un enfant qui ne pouvait pas comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé m'a fait monter les larmes aux yeux. Quels que soient mes sentiments envers Amanda, Harper et Ethan étaient des victimes innocentes des crimes de leurs parents. Ils méritaient une tante qui les aimait, même si cet amour devait être soigneusement séparé de la trahison de leur mère. J'ai appelé mes parents ce soir-là et leur ai demandé si je pouvais rendre visite aux enfants. Le soulagement dans la voix de ma mère était palpable. « Ils te demandent tout le temps », a-t-elle dit. « Ils aimeraient te voir. » Cette visite de fin de semaine avec ma nièce et mon neveu est devenue le premier pas hésitant vers la guérison. Pas un pardon exactement, mais une reconnaissance que les liens familiaux, même lorsqu'ils sont gravement endommagés, ne disparaissent pas simplement. Ils se transforment, nécessitant de nouvelles limites, de nouvelles attentes, de nouvelles définitions de la confiance. 6 mois après qu'Amanda a commencé à purger sa peine, le panneau de saisie a été enlevé devant la maison de Highland Drive. Une autre famille a emménagé, ignorant le drame qui s'était déroulé entre ces murs. Je passais parfois devant, ressentant un étrange mélange d'émotions. Pas de regret ou d'envie, mais quelque chose de plus complexe. La maison qui avait symbolisé la trahison de ma sœur n'était plus qu'une maison à nouveau, habitée par des gens qui n'avaient aucun lien avec la douleur de notre famille. Mon score de crédit, bien que pas entièrement rétabli, était remonté dans la fourchette acceptable. Les comptes frauduleux avaient été supprimés. Je m'étais installé dans mon nouvel appartement, plus petit que le précédent, mais dans un immeuble avec une meilleure sécurité, y compris une boîte aux lettres verrouillée. La paranoïa persistait, une compagne constante que j'apprenais à gérer. Mes séances de thérapie hebdomadaires avec le docteur Hélène Winters étaient devenues la pierre angulaire de mon rétablissement. La trahison familiale crée un type unique de traumatisme, avait expliqué le docteur Winters. Les personnes que nous attendons pour nous protéger deviennent la source de préjudice. Cela remet fondamentalement en question notre capacité à faire confiance.
Est-ce que je ferai à nouveau confiance à quelqu'un, avais-je demandé, à moitié en plaisantant. Vous ferez confiance différemment, avait-elle répondu, plus prudemment, plus intentionnellement. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle avait raison. J'étais devenue plus prudente, plus vigilante quant à l'examen des relevés financiers, plus sélective quant à qui j'autorisais dans mon cercle intime. Mais je ne m'étais pas retiré de la vie entièrement, ce qui avait été ma peur dans ces sombres premiers jours. Ma relation avec mes parents guérissait lentement, même si elle ne reviendrait jamais à ce qu'elle était. La tension des loyautés divisées, leur instinct naturel de soutenir Amanda, mon besoin légitime de validation en tant que victime, cela créait une tension sous-jacente. Mais nous essayions, nous tous. Les dîners du dimanche avaient repris, bien que moins fréquemment et avec un évitement soigné de certains sujets. Ton père et moi avons rendu visite à Amanda hier, a mentionné ma mère lors d'un de ces dîners, surveillant attentivement mon visage. Elle se débrouille, elle enseigne un cours d'anglais langue seconde à d'autres détenus. Elle a demandé de tes nouvelles. J'ai acquiescé, mais je n'ai pas offert de réponse. Je n'étais toujours pas prête à rendre visite à Amanda, à l'affronter à une table de prison et à entendre plus d'excuses. Peut-être un jour, mais pas encore. Mon père, qui avait été surtout silencieux sur le sujet d'Amanda pendant des mois, a soudainement pris la parole. Elle est différente là-bas, humble, je pense. Je pense qu'elle comprend enfin l'ampleur de ce qu'elle t'a fait. C'était la première fois qu'il me reconnaissait si clairement comme la victime plutôt que de se concentrer sur la souffrance d'Amanda. La validation, bien que tardive, signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Merci d'avoir dit ça, papa, ai-je dit doucement. Le soutien le plus inattendu est venu de la famille élargie. Ma cousine Rachel, avec qui je n'avais jamais été particulièrement proche, m'a contacté. Je n'ai jamais rien dit à personne dans la famille, a-t-elle confié autour d'un café, mais ma colocataire de l'université a volé mon identité, ouvert des cartes de crédit, accumulé des milliers de dollars de dettes. Je sais quelque chose de ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je demandé. Porteur plainte, comme toi. Perdu des amis qui pensaient que je réagissais de façon excessive. Je ne l'ai jamais regretté une minute. Trouver cette communauté de compréhension, d'autres victimes de vol d'identité qui comprenaient vraiment la violation que j'avais subie, est devenue une partie importante de ma guérison. J'ai rejoint un groupe de soutien en ligne et j'ai finalement commencé à assister à des réunions en personne d'un réseau de survivants de crimes financiers. Là, j'ai rencontré des gens de tous les horizons dont les histoires faisaient écho à des aspects des miennes, le choc de la découverte, le processus minutieux de blanchiment de leur nom, les relations brisées avec ceux qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils ne pardonneraient pas simplement et n'iraient pas de l'avant. En leur compagnie, je n'avais pas à expliquer ou à justifier mes sentiments. Ils savaient déjà. Grâce à ce réseau, j'ai établi des liens avec une organisation à but non lucratif dédiée à aider les victimes de vol d'identité. Après avoir bénéficié de leurs ressources, j'ai commencé à faire du bénévolat, en utilisant ma propre expérience pour guider les autres à travers les systèmes labyrinthiques des bureaux de crédit, des forces de l'ordre et des institutions financières. Tu as un don pour ça, m'a dit Margot, la directrice de l'organisation. Tu es compatissante sans enrober de sucre la réalité de ce à quoi ils sont confrontés. Ce travail a donné un but à ma douleur, transformant une expérience personnelle dévastatrice en connaissance qui pourrait aider les autres. Je ne pouvais pas défaire ce qu'Amanda avait fait, mais je pouvais l'utiliser pour rendre le voyage de quelqu'un d'autre un peu moins solitaire, un peu plus navigable. Déménager dans mon nouvel appartement avait été une nécessité pratique, mais c'est devenu un nouveau départ symbolique aussi. Je l'ai rempli de plantes comme toujours, mais aussi de nouveaux meubles qui ne contenaient aucun souvenir de ma vie d'avant la trahison. J'ai installé un petit bureau à domicile avec un classeur verrouillable, non pas parce que je m'attendais à ce qu'un autre membre de la famille vole mon identité, mais parce que l'expérience m'avait appris la valeur d'une protection prudente. Quand Amanda avait été incarcérée pendant près d'1 an, j'ai reçu une lettre qui se distinguait de ses tentatives précédentes de communication. Contrairement à ses excuses antérieures, celle-ci reconnaissait les préjudices spécifiques qu'elle m'avait causés. Je travaille avec un thérapeute ici, a-t-elle écrit. Elle m'aide à comprendre qu'une véritable responsabilité signifie reconnaître non seulement que j'ai fait quelque chose de mal, mais exactement comment mes actions t'ont blessé. J'ai volé plus que ton identité, Heather. J'ai volé ton sentiment de sécurité, ta confiance en la famille, ta croyance en mon amour pour toi. Je ne peux pas défaire ce préjudice, mais je veux que tu saches que je le vois clairement maintenant. Je ne demande pas pardon. Je ne demande même pas de réponse.
Je veux juste que tu saches que je comprends ce que j'ai détruit, et je vivrai avec cette connaissance pour le reste de ma vie. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais j'ai gardé la lettre, la relisant périodiquement. La reconnaissance des préjudices spécifiques se sentait différente de ces excuses générales antérieures, plus sincères, plus complètes, plus conscientes. À peu près à cette époque, j'ai pris une décision qui a surpris même moi. Utilisant une partie de l'argent de restitution qui avait finalement commencé à arriver des biens saisis d'Amanda et de Brian, j'ai versé un acompte sur une petite maison avec une cour généreuse, parfaite pour un jardin agrandi. L'ironie ne m'a pas échappé. Le crime de ma sœur m'avait finalement amené à réaliser la propriété immobilière qu'elle avait frauduleusement revendiquée en mon nom. Le jour où j'ai signé les documents hypothécaires légitimes, un moment qui aurait dû être purement joyeux, j'ai ressenti une vague d'émotions inattendues. Assise dans le bureau de l'agent de prêt, examinant des documents remarquablement similaires à ceux qui avaient été falsifiés en mon nom, j'ai ressenti une étrange clôture d'un cercle. « Tout va bien, mademoiselle Wilson » a demandé l'agent de prêt. « Oui » ai-je dit, signant mon vrai nom sur un prêt que j'avais choisi pour une maison que je pouvais me permettre. Tout va bien. Mieux que bien, en fait. Prendre possession de ma nouvelle maison est devenu un acte puissant de revendication. J'ai peint les murs avec des couleurs que j'aimais, planté un potager et invité des amis à une pendaison de crémaillère, ma première vraie célébration depuis avant la découverte du vol d'identité. Stéphanie a apporté du champagne et un paillasson sur lequel on pouvait lire « Pas aujourd'hui, voleur d'identité », un humour noir qui m'a fait rire malgré moi. Mes parents sont venus aussi, apportant une plante d'intérieur et des bons vœux maladroits. Ils essayaient, à leur manière, de soutenir ce nouveau chapitre tout en maintenant leur relation avec Amanda. « C'est une jolie maison, Heather », a dit ma mère, me serrant fort. « Nous sommes si fiers de toi d'avoir acheté une maison », ai-je demandé. « Pour tout », a précisé mon père. « Pour la façon dont tu as géré tout ça avec dignité et force. » Ce n'était pas une guérison complète. Cela prendrait encore des années, si jamais cela arrivait complètement. Mais c'était une reconnaissance, et cela comptait. 2 semaines après ma pendaison de crémaillère, j'ai fait quelque chose que j'envisageais depuis des mois. Je me suis rendu à l'établissement correctionnel fédéral où Amanda purgeait sa peine et j'ai ajouté mon nom à sa liste de visiteurs. Je n'étais pas prête à la voir encore, mais je voulais que l'option soit disponible quand, et si, ce jour arrivait. Alors que je continue à reconstruire ma vie, j'en suis venu à comprendre que la guérison n'est pas une destination, mais un processus. Certains jours, je me sens forte et tournée vers l'avenir, d'autres jours, la trahison semble fraîche et crue. J'ai appris à accepter les 2 réalités comme faisant partie de mon voyage. Ce qui s'est passé entre ma sœur et moi est une histoire sans fin définie, sans résolution parfaite. Les liens familiaux, une fois brisés par la trahison, ne peuvent jamais être complètement restaurés à leur forme originale. Mais ils peuvent se transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête peut-être, avec des limites clairement établies et une confiance soigneusement reconstruite. Je ne sais pas si Amanda et moi allons un jour récupérer quelque chose qui ressemble à notre ancienne proximité. Je ne sais pas si je lui ferai un jour entièrement confiance. Mais je sais que j'ai survécu à la pire trahison que je pouvais imaginer, et j'en suis ressorti plus forte, plus sage et plus autonome qu'avant. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que la confiance doit être traitée comme la ressource précieuse qu'elle est, donnée avec soin, gardée de manière appropriée et retirée si nécessaire pour l'autoprotection. L'amour et la confiance ne sont pas la même chose, une distinction que je n'ai jamais pleinement comprise jusqu'à présent. Je peux aimer ma sœur tout en reconnaissant qu'elle a violé ma confiance d'une manière qui ne sera peut-être jamais entièrement réparée. Cette expérience m'a appris que la loyauté familiale a des limites, et devrait avoir des limites. Que se défendre, même contre ceux que l'on aime, n'est pas égoïste, mais nécessaire. Que le pardon, s'il vient, doit suivre la responsabilité, pas la remplacer. Je suis toujours en train d'écrire mon histoire, de trouver mon chemin vers l'avant. Mais je sais ceci, je refuse d'être une victime en silence. Je refuse de sacrifier mon avenir financier pour protéger quelqu'un qui ne m'avait pas protégé. J'ai refusé d'accepter la trahison comme le prix de la paix familiale, et dans ces refus, j'ai trouvé ma force. Et vous? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez pleinement confiance? Comment avez-vous géré cela? Et quelles limites avez-vous établies par la suite? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit vous a aidé à vous sentir moins seul dans votre propre expérience de trahison familiale, veuillez envisager de donner un like et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires réelles de résilience et de rétablissement.
Partagez avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des problèmes similaires. Parfois, savoir que d'autres ont parcouru le même chemin difficile peut faire toute la différence. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, vous protéger n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour la survie et la guérison éventuelle.